Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de revenir en ce dimanche 14 septembre après 2 semaines d'absence en raison d'un voyage comme vous l'avez vu dans les précédents clips, un petit, enfin non, un voyage très très sympa en tout cas en Corée du Sud. Je reviens pour un point lecture, pour vous présenter deux lectures, une lecture que j'avais faite au mois de juillet et puis une autre que j'ai faite au mois d'août. Et puis également pour vous parler des lectures que j'ai faites ces 2 dernières semaines, puisque malgré le voyage, j'ai quand même pas mal lu, ou plutôt grâce aux longues heures de vol dans l'avion. Donc je voulais vous parler de ça, comme d'habitude, et puis aussi vous parler de ma lecture en cours. Alors, je commence par un roman que j'ai lu au mois de juillet. Je me demande même si c'était pas en juin, enfin juin ou juillet. C'est un roman norvégien qui était paru en 2002 en Norvège et en 2006 en France, que je ne connaissais absolument pas. Et puis, il y a environ 1 an ou 2, j'étais tombée dessus dans une bouquinerie. Et c'est vrai que cette couverture avec un éléphant, le titre et puis le résumé qui parlait d'un homme bizarre qui parlait à son éléphant, je me l'étais procuré parce que ce roman m'intriguait. Et c'est vrai qu'il a ensuite un peu végété sur mes étagères et je l'ai enfin lu au mois de juillet dernier et je n'ai absolument pas regretté. On est dans ce roman avec Vilgo, enfin il y a un T à la fin, peut-être que ça se prononce Vilgot, mais on va dire Vilgo, qui est un homme d'une trentaine ou quarantaine d'années, assez jeune, très solitaire, qui vit seul, à ce qu'on comprend un peu dans la banlieue d'Oslo, dans un château délabré, et il voit très peu de gens, et il a pour seul ami un éléphant qui vit dans sa grange. On apprend assez vite que Vilgo, il a récupéré cet éléphant d'un cirque russe, un cirque qu'il avait hébergé dans son château, enfin dans le parc de son château qui est assez grand pendant quelques temps. Et puis ce cirque, une fois qu'il avait terminé sa tournée en Norvège, il était reparti en Russie en abandonnant l'éléphant, en promettant à Vilgo qu'ils allaient revenir le chercher, ou en tout cas se donner les moyens de rapatrier l'éléphant, ce qu'ils n'ont jamais fait. Du coup, Vilgo se retrouve avec cet éléphant. Tout comme Vilgo, l'animal, il est assez mal en point. Et Vilgo, il essaye de lui fournir des soins avec les moyens du bord et aussi de tenter de lui trouver une solution pour qu'il accède à une vie meilleure. L'animal devient son ami, son confident, et Vilgo va lui raconter des bribes de son enfance et de sa vie actuelle. On apprend que Vilgo était un enfant unique et ses parents s'occupaient très très peu de lui. Ils étaient bien trop accaparés par les mystérieuses attaques de sa mère. Et d'après ce qui est décrit, on devine que sa maman était bipolaire et que le papa essayait de compenser et de s'en occuper. Enfin, le papa était, toute son attention était centrée sur sa femme. Alors Vilgo, lui, il passait beaucoup de temps à traîner dehors. Il nous raconte ses souvenirs d'enfance, ou en tout cas, il les raconte à son éléphant. Il passait son temps à jouer dehors avec son meilleur ami, mais aussi à sympathiser avec les gens du quartier qui le prenaient un peu en pitié. Et c'est ainsi qu'il a passé de nombreuses heures en compagnie du comte, comme lui et son ami l'appelaient. Il l'appelait le comte, c'était un vieil homme original qui avait beaucoup d'argent, mais qui avait pas mal dilapidé sa fortune, et il avait un appartement ultra encombré, et il passait son temps, cet homme, ce comte, à ressasser le souvenir de son unique amour disparu. Ça intéressait assez peu Vilgo, mais Vilgo, il était tout content de l'écouter parce qu'il était ravi de trouver quelqu'un qui s'intéresse un peu à lui, qui lui offrait un moment au chaud et de partager des repas. Peu à peu, on rentre plus en profondeur dans les souvenirs de Vilgo et il fera d'autres rencontres, cet enfant, dont le buveur de coca.
un type dont tout le monde se méfiait dans le quartier, un type qui sillonnait le quartier en voiture en offrant du coca aux petits-enfants. Et Vilgo aura le malheur un jour d'accepter de le suivre. On n'en sait pas plus, ce n'est pas décrit, mais on peut très bien deviner ce qui se passe. On n'a que quelques bribes, mais ça suffit pour comprendre. Et devenu adulte, Vilgo, il vit retranché dans son château. Alors on apprend qu'en fait ce château, c'est le comte qui avait peut-être plus d'argent, mais il avait encore ce château délabré qu'il a légué donc à Vilgo. Et Vilgo, il s'est fermé au monde pour tenter d'oublier ses blessures d'enfance, pour tenter de se protéger de l'extérieur. Mais son éléphant souffre et il va devoir le sortir de là. Et comment ne pas en dire plus? Peut-être que lui aussi va pouvoir essayer, tout en aidant cet éléphant, à sortir un peu de lui-même, de ses blessures et de ses angoisses. Et je n'en dis pas plus. C'est une histoire assez étrange, aux allures de conte, qui aborde de façon subtile la vie après un traumatisme d'enfance. Ici, ce n'est pas décrit, enfin, il y a quelques toutes petites scènes, mais on comprend très bien qu'il s'agit d'un viol. J'ai trouvé que c'était un texte original et surprenant, alors d'allure très légère et loufoque. Ça, c'est vraiment l'allure générale au premier abord, mais l'auteur parvient à mener vraiment en douceur et en subtilité à raconter un événement atroce, à traiter de l'isolement et de la détresse que cela peut développer chez un être humain, chez un enfant qui n'a personne à qui se confier et qui va tout garder pour lui. C'est un texte qui parvient à terminer sur une note un peu plus joyeuse, très très loufoque, mais extrêmement touchante. C'est pas une lecture qui me restera longtemps en tête, mais c'est une lecture originale que j'ai vraiment, que j'ai appréciée, une façon très subtile de traiter du traumatisme. Voilà pour mon avis sur Le regard d'un ami de Niels Friedrich Dahl. C'était un roman paru chez Actes Sud et je suppose qu'il est sorti en poche depuis. Alors le second roman dont je souhaitais parler aujourd'hui, c'est Les 8 vies d'une mangeuse de terre de Mirinae Lee, une auteure d'origine coréenne qui vit où? À Hong Kong. Voilà, un roman coréen. C'est un roman que je ne m'attendais absolument pas à lire, c'est les éditions Phébus qui m'ont contactée au mois d'août pour me le proposer en lecture. J'étais vraiment hyper surprise. C'est un roman qui est sorti tout début septembre et voilà, j'ai accepté cette lecture après beaucoup d'hésitation parce que je n'aime pas trop ça. Ça me donne un peu des obligations, des services presse, donc j'aime pas ça du tout en fait. Mais là, j'ai pas été déçue et je savais que ce roman, vu la description, allait me plaire. Je crois qu'ils avaient également bien repéré mes goûts, donc ça c'est agréable, ça fait plaisir. Ce roman, Les 8 vies d'une mangeuse de terre, j'étais déjà super contente de le lire au mois d'août puisque je partais plusieurs semaines après pour un voyage en Corée, donc ça m'a permis d'explorer un petit peu plus ce pays. Alors, ce roman débute à notre époque, dans une maison de retraite de Corée du Sud, pas à Séoul, dans une petite ville, je pense. Et on fait la connaissance de notre héroïne, qui est une centenaire, toute frêle, toute chétive, mais extrêmement alerte d'esprit et d'un tempérament calme et réservé. Et pourtant, c'est assez bizarre, puisque on apprend qu'elle est placée dans l'unité de surveillance renforcée de cette maison de retraite. Cette femme, elle s'appelle Mook Miran, et son regard très vif et son visage avec de multiples petites cicatrices vont intriguer une employée de la maison de retraite. C'est une employée qui aime proposer aux résidents de raconter leur vie en utilisant elle leur propose de choisir 3 mots qui résument leur identité et de se raconter par le biais de ces 3 mots. Elle va proposer cet exercice de se raconter à Mook Miran.
Mouk Miran va accepter de se prêter au jeu, mais elle va exiger bien plus que 3 mots. Elle va exiger 7 mots et elle va les nommer directement. Elle va citer les mots suivants: esclave, fugitive, prostituée, meurtrière, terroriste, amante et mère. Donc des mots assez forts et sans trop la prendre au sérieux, mais tout de même très très intriguée, eh bien l'employé va accepter de l'écouter, d'écouter son histoire autour de ces 7 mots. Elle va écouter ça, elle va consigner et donc nous raconter un parcours de vie extrêmement difficile et absolument hors du commun. Elle va nous immerger au cœur de l'histoire très mouvementée de la Corée sur les 100 dernières années. Et donc, chapitre après chapitre, on va découvrir les différentes identités de Mouk Miran. Alors, c'est une femme très forte et alors géophage. Je ne connaissais pas du tout ce terme géophage qui désigne, c'est un terme utilisé pour désigner les patients en psychiatrie qui mangent de la terre. Voilà, quand se trouble quand ils sont stressés, de manger de la terre. Donc elle, Mouk Miran, elle a toujours été géophage, c'était son refuge, on va dire, quelque chose qui l'apaisait de manger de la terre. Bon, c'est pas du tout ce qui la détermine le plus, mais ça fait partie de sa personnalité. C'est une femme très forte qui a su sauver sa peau dans un pays chamboulé par l'horreur, d'abord de la colonisation japonaise, puis par la Seconde Guerre mondiale, puis par la guerre civile, puis par l'instauration d'une dictature au nord dont elle est originaire. C'est une histoire de vie très dure et absolument passionnante qui nous est racontée, puisqu'effectivement, on va découvrir le parcours d'une femme qui a été esclave, fugitive, prostituée, meurtrière, terroriste, amante et mère. C'est raconté du point de vue de Mouk Miran, mais aussi du point de vue parfois de gens qui l'ont côtoyée ou de proches. Alors l'intrigue, elle va tourner autour des différents rebondissements de la vie de cette femme et des dangers qu'elle a en permanence encourus. L'intrigue, elle réside également dans le fait de savoir comment cette femme, à la vie si extraordinaire et si rude, déjà comment elle a pu vivre aussi longtemps, vu tout ce qu'elle a vécu, et pourquoi elle se retrouve ainsi dans cette petite maison de retraite et dans une unité de surveillance accentuée, quoi. On se demande si tout ceci n'est pas finalement le fruit de l'imagination débordante d'une vieille femme qui serait encore alerte et qui aime jouer, faire des blagues, raconter des histoires. Il y a une intrigue également là-dessus. Je n'en dis pas plus, c'est à vous de découvrir cette vie absolument passionnante. Moi, enfin, si vous le souhaitez, hein, si ça vous intéresse, moi j'ai pris beaucoup de plaisir avec cette lecture et vraiment, bon, c'est bien écrit en plus, vraiment c'est très très bien écrit. Je recommande ce roman aux passionnés déjà de l'histoire du XXe siècle. Ça impliquait pas que la Corée, aux passionnés du pays de la Corée, hein, et de son histoire, et puis aux amateurs de récits d'aventure et aussi de romans noirs, parce qu'on n'est pas épargné, il y a vraiment des trucs absolument horribles dans la vie de cette femme et aussi de son peuple. Donc voilà pour mon avis sur Les 8 vies d'une mangeuse de terre de Mirinae Lee, qui a vraiment été un petit coup de cœur et peut-être qu'il se retrouvera dans mon top 10 de mes lectures à la fin de l'année, mais vraiment c'est une lecture que je recommande. Au niveau de mes lectures récentes, alors j'ai lu d'une traite dans l'avion, j'avais emporté, j'aime lire en voyage des romans qui se déroulent dans le pays où je suis. J'avais emporté ce roman, Ma très chère grande sœur de Gong Ji-young, que j'ai dégommé durant les 14 heures de vol. C'était absolument passionnant, j'en reparle très vite. C'est un petit coup de cœur. J'ai lu durant les 2 semaines de voyage, et j'ai pas beaucoup lu en journée, je lisais un petit peu le soir, mais j'ai lu ce petit roman, Ici comme ailleurs, de Lee Sung-woo, que j'ai beaucoup aimé aussi.
Alors, petite anecdote très rigolote, hasard ou coïncidence, mais ce roman, je l'ai commencé le jour de mon arrivée, le soir, et lorsque je l'ai pris, je me suis dit: «Mais je connais cette photo». Et oui, je m'étais promenée le long de ce canal durant cette première journée de voyage. Je crois qu'on voit des photos dans les petits films que j'ai mis au début des petites scènes, au niveau de ce que j'ai mis au début de la vidéo. Et encore plus rigolo également, c'est que je l'ai terminé le dernier jour, de mon voyage et ce dernier jour, j'étais retournée cette fois-ci de nuit, me balader sur ce canal. Donc j'ai trouvé ça vraiment très rigolo. Pour moi, ce bouquin, il va être associé à mon voyage en Corée, ça c'est certain. Je reparle très vite de ce roman. J'ai dégommé dans l'avion du retour, le dernier roman d'Amélie Nothomb que j'avais eu la joie j'adore, je vous l'ai déjà dit, quand je pars en voyage, en train, ou parfois en avion, j'adore m'acheter un roman. Juste avant de partir, j'avais acheté le dernier roman d'Amélie Nothomb, dont j'aime la plume, j'aime la personnalité et chaque année, c'est un grand plaisir pour moi de me procurer son dernier roman. Donc j'ai lu Tant mieux, là, que j'ai terminé, jeudi durant les heures de vol. J'ai beaucoup aimé, donc voilà, que des lectures très chouettes ces 2 dernières semaines pour moi. Les 3 derniers jours où j'étais extrêmement fatiguée par ce retour, j'ai lu un roman, un thriller nature writing américain, Le radeau des étoiles de Andrew Graff. Je l'ai terminé ce matin et j'ai pas tellement aimé, je me suis ennuyée à vrai dire. Pourtant c'est un roman très, très, très bien autour de 2 garçons qui partent, qui font une fugue en radeau. Mais je me suis surtout rendu compte que le nature writing, je le prononce mal, nature writing, n'est absolument pas mon truc. C'est trop, trop descriptif, trop contemplatif pour moi. Il se passait pas grand-chose, j'ai trouvé. Donc voilà, je me suis vraiment ennuyée avec cette lecture et j'ai commencé du coup tout à l'heure avec mon petit café d'après repas du midi, le dernier roman d'Olivier Adam, roman qui était sorti en avril, en mars ou en avril. Olivier Adam, qui est un auteur que j'aime beaucoup depuis ses débuts, et toute la vie devant nous. Je viens tout juste de le commencer, donc pour le moment, j'aime retrouver sa plume, son univers, sa manière de nous rapporter ses personnages et ses histoires. Et donc voilà pour mes lectures du moment, mes lectures des 2 dernières semaines et aussi pour les 2 romans dont je voulais parler plus en profondeur aujourd'hui. Les 8 vies d'une mangeuse de terre de Miri Lee et Le regard d'un ami de Niels Friedrich Dahl. Voilà pour ce point lecture. Évidemment, j'ai ramené plein de petits films de mon voyage, donc je vous en remets une couche si jamais ça vous intéresse dès que j'ai terminé de parler. Moi, ça me fait des super souvenirs et peut-être que si vous aimez la Corée, ben, peut-être que ça vous plaira. Voilà, et si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur ce voyage, sur mes perceptions sur ce voyage, enfin, bref, si cette thématique vous intéresse, je vous mettrai en barre d'informations le lien vers mon blog où j'ai fait durant le voyage 2 articles, 2 billets où je parle un petit peu de mes ressentis sur ma découverte de ce pays. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien. Moi, je vais aller me faire un petit thé parce que le mien a refroidi et retourner me plonger dans la lecture du dernier roman d'Olivier Adam. J'espère que vous faites de très belles lectures en ce moment et racontez-moi tout dans les commentaires. Comme d'habitude, c'est un réel plaisir d'échanger avec vous en commentaire. Je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis à très bientôt.